je n'ai pas besoin de présenter Michel Hilaire. Tout le monde connaît à Montpellier Michel Hilaire, directeur du musée Fabre, conservateur général du patrimoine. D'abord, je voulais remercier Christian Nick et les membres de l'Académie pour leur invitation pour cette journée consacrée au voyage. Et moi, je voudrais vous présenter aujourd'hui, à travers, vous verrez, quelques images, et d'ailleurs quelques images qui sont aussi largement puisées dans les richesses des collections du musée Fabre. Vous parlez du voyage qui sera d'ailleurs sous le signe du classicisme, donc c'est ce mythe un peu du classicisme avec les grands noms du XVIIe siècle, Nicolas Poussin et Claude Lorrain, et voir cette évolution, cette transformation de la notion de classicisme à travers bien sûr un pays de référence, un pays qui s'impose de lui-même, l'Italie. Donc ce voyage à travers le classicisme commence à la Renaissance. À la Renaissance, pour placer un petit peu le sujet, car c'est vrai qu'on ne peut pas parler ou aborder d'emblée la question du classicisme à travers Claude et à travers Poussin, si on ne revient pas un tout petit peu en arrière. Alors bien sûr, je ne peux pas remonter trop loin parce que le temps qui nous est imparti fait que je dois aller vite, mais vous dire simplement que c'est à Venise que le paysage s'impose pour la première fois comme un genre à part entière, avec Giorgione et Titien. Alors ici, je vous ai je vous montre le Jupiter et Antiope, la fameuse Vénus du Pardo, qui est conservée au musée du Louvre, et qui est un superbe tableau qui montre cette référence à l'Antiquité. Donc les artistes, à ce moment-là, font volontiers référence au mythe de l'âge d'or. Ça, je crois que c'est une notion qui est essentielle pour comprendre l'évolution du paysage à la Renaissance, chantée par les auteurs antiques, Théocrite, Ovide ou Virgile. Des figures contemporaines, vous voyez les chasseurs à gauche de la composition, sont présentés dans une grande familiarité avec les dieux. À droite de la composition, vous voyez Jupiter sous les traits d'un satyre en train de dévoiler la beauté d'Antiope. Les figures sont intégrées au paysage. Titien vise l'effet global, l'exécution est large, le chromatisme somptueux, une sensualité triomphante émane de ce tableau. Je vous ai mis un peu plus tard dans le siècle, donc autour de 1600, donc là on est vraiment à Rome en 1600, au moment où Rome est la capitale incontestée de l'Europe artistique, et se passe beaucoup de choses à ce moment-là à Rome, avec bien sûr la révolution caravagesque, avec le ténébrisme, le clair-obscur, mais aussi la révolution autour du classicisme d'Annibal Carracci. Annibal Carracci est un Bolonais qui arrive à Rome à la fin du siècle et se place au service du cardinal Farnèse, vous savez la fameuse voûte sur le thème des amours des dieux au palais Farnèse à Rome, qui est aujourd'hui le siège de l'ambassade de France, et il réalise autour de 1600, ça va durer quelques années, jusque vers 1604, une série de paysages que l'on peut considérer comme véritablement l'acte de naissance du paysage classique en Europe, avec cette extraordinaire fuite en Égypte. C'est une pièce qui est tout à fait exceptionnelle pour cette époque, avec bien sûr une sensibilité à la nature, une délicatesse de la lumière qui lui vient de sa très forte connaissance de l'art de Venise. À ce moment-là, Annibal avait copié, avait vu des tableaux de Titien, bien sûr, mais il y a aussi une rigueur de la composition, il y a une structure de l'espace, un étagement des plans avec ces arbres qui scandent la composition à mi-distance, la position aussi des figures au premier plan de cette lunette, qui montre bien sûr la dette, en plus de l'art de Venise, envers le classicisme de Raphaël, que Annibal admire bien sûr beaucoup, et sa très grande dévotion pour le spectacle de la campagne romaine et sa lumière. Donc Annibal crée ici la première représentation convaincante d'un paysage animé et composé, point de départ d'une tradition du paysage idéal ou héroïque qui va durer près de 3 siècles. Alors Annibal a eu de nombreux suiveurs, je n'ai pas le temps de développer, mais en particulier l'Albane et le Dominicain, plusieurs toiles importantes sont conservées au Louvre, qui montrent cette dette envers cette lunette, la fuite en Égypte. Mais c'est Nicolas Poussin, un Français, un Normand plus exactement, qui quelques temps plus tard, donc il arrive à Rome en 1624, il a 30 ans, d'abord il copie Raphaël, il copie l'Antique, mais surtout il admire Titien et ses fameuses bacchanales qui sont alors conservées
dans une villa aux portes de Rome. Et Titien, donc, véritablement s'enthousiasme pour l'art de... Poussin s'enthousiasme pour l'art de Titien. Le fait d'intégrer des figures dans cette nature sensuelle avec ce paysage au couchant. Alors là, je vous montre les deux toiles qui aujourd'hui, fort heureusement, sont réunies au musée Fabre. Vous savez, c'est cette aventure extraordinaire qu'on a eue d'avoir d'abord le tableau de droite qui était dans les collections du musée, le tableau de gauche qui était réapparu dans une collection privée à New York, et on a pu bien sûr rejoindre ce tableau. Aujourd'hui, on a affaire à cette composition somptueuse, très large, qui était dans le dessus de porte, ce qui explique d'ailleurs cette forme très allongée, avec les amours de Vénus et Adonis à droite, avec cette sensualité de la touche, cet échappé sur ce paysage, qui est inspiré d'ailleurs de la campagne romaine, puisque Poussin s'était promené au sud de Rome, dans la région des Castelli Romagni, et sur la partie gauche, donc vous voyez ce dieu fleuve qui assiste à la scène. Autre acteur, alors voilà, pour vous montrer cet enracinement de ce classicisme du paysage, de l'idéal classique du paysage au XVIIe siècle, de la part de Poussin et de la part de Claude Gelée, dit le Lorrain, c'est ces promenades incessantes qu'ils n'ont cessé de faire dans la campagne romaine. Et donc là, vous voyez cet extraordinaire Les Bords du Tibre, qui est un très beau dessin au lavis, qui est conservé dans les collections du musée Fabre, c'est un don de Fabre d'ailleurs, et l'autre dessin, malheureusement en noir et blanc, mais qui vous montre cette sensibilité de Claude pour la lumière, déjà, donc ces dessins à la plume et au lavis, faits sur le motif, et Claude a engrangé toute sa vie, lors de ses promenades à travers la campagne romaine, tous ces dessins. Il avait des carnets, qui malheureusement aujourd'hui ont été dépecés et se retrouvent dans les plus grands musées du monde, mais en tout cas, il a conservé toute sa vie ses études sur le motif. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important. D'ailleurs, un peintre historiographe allemand qui s'appelait Sandrart rapporte en 1629 le souvenir d'une excursion à Tivoli en compagnie de Poussin et de Claude Lorrain pour admirer, bien sûr, la campagne romaine et en faire des études. Et toujours selon Sandrart, il disait « Claude passait des heures dans les champs à observer les variations de la lumière au cours de ses journées afin de mieux rendre ses effets en peinture ». Les amateurs du temps vantaient la capacité de Claude à capter les plus subtils effets de la perspective aérienne et de restituer la lumière matinale et les effets du couchant. Alors bien sûr, l'accomplissement magistral de ces deux peintres en quelques années, vous voyez, de 1613, l'arrivée de Claude, 1624, l'arrivée de Poussin, les années 30, bien sûr, où il réalise tous ses dessins dans la campagne romaine, mais à partir des années 1640, 1650, les deux artistes s'imposent véritablement, ces deux Français, comme les deux plus grands paysagistes en Europe. Alors, d'un côté, vous avez ce célèbre tableau qui est conservé au Louvre de Claude Gelée. Ulysse remet Chryséis à son père, vers 1644, le sujet vient de l'Iliade, et on y admire bien sûr la science luministe de Claude, qui parvient à unifier l'espace de la scène avec ce rayonnement subtil de la lumière solaire, et avec ce contre-jour tout à fait saisissant de ce grand bateau au centre de la composition. Donc là, il y a vraiment une science luministe indépassable, et que d'ailleurs tous les contemporains italiens ou étrangers ont reconnu du vivant même de Claude Lorrain. Poussin, par contre, à partir de la période de la maturité, après son bref séjour en France vers 1640, il retourne en Italie, et là, il se tient véritablement à l'écart du monde artistique romain. Il se montre peu soucieux des honneurs, il refuse en 1657 le principat de l'Académie de Saint-Luc. C'est un lecteur assidu de Montaigne, des philosophes antiques, et il se présente volontiers à ce moment-là comme un peintre philosophe pénétré de morale stoïcienne. Là, je vous montre à droite le célèbre paysage, qui est un des plus beaux paysages de Poussin, qui est conservé au musée du Louvre. Diogène jette son écuelle. Il perfectionne les formules mises au point un peu plus tôt par Hannibal Carrache et ses suiveurs, amenant à un point de grandeur insurpassé le paysage classique. Le paysage joue un rôle important. Les figures, comme vous le voyez, sont réduites par rapport à cette
peinture de la nature, cette effusion des feuillages, cette reconstitution d'une ville antique, hein, avec ce coup de projecteur de lumière sur l'axe colline, avec cette reconstruction idéale de la ville d'Athènes, une belle journée d'été, et le thème antique, évidemment, est le reflet de la pensée stoïcienne de Nicolas Poussin. Voyant un jeune homme boire dans le creux de sa main, Diogène se débarrasse de son écuelle, dernier objet superflu, et se rapproche aussi, ainsi, davantage de l'état de nature. Les exemples de Claude et de Poussin n'ont cessé de hanter l'imaginaire des artistes au siècle suivant. Et durant les dernières décennies du XVIIIe siècle, je voudrais évoquer la figure d'un peintre un peu oublié aujourd'hui, je dois dire, qui était originaire de Toulouse, Pierre-Henri de Valenciennes, et qui va tenter, donc à partir des années 1770-1780, de redonner au paysage toutes ses lettres de noblesse, bien sûr, dans la suite et la lignée de Nicolas Poussin. Alors c'est un élève de l'Académie de Toulouse qui a été fondée en 1750. En 1771-72, il s'installe à Paris et il part en Italie en 1777 où il va rester 8 ans. Il habite à Rome, d'ailleurs dans le même quartier de la Via del Babuino, tout près de la place d'Espagne, où avait d'ailleurs habité Poussin 150 ans plus tôt. Il fréquente David, qui est à ce moment-là pensionnaire de l'Académie de France à Rome, qui est pensionnaire de 75 à 1780. Et pour Valenciennes, le retour à l'antique est l'unique possibilité de faire revivre à travers l'art les vertus morales et civiques, individuelles et collectives qu'avaient cultivées les grandes civilisations du passé. Il écrira dans son traité « Il est temps de chercher la vérité de Rome, de restituer l'histoire et non pas son roman ». Donc il y a un souci de vérité dans la recherche de Pierre-Henri de Valenciennes qui parcourt la campagne romaine sur les traces de Claude et de Poussin. Il revient à Paris quelques temps, il prend les conseils de Joseph Vernet, qui est un grand peintre originaire d'Avignon à ce moment-là, et il veut vraiment s'inscrire dans une tradition de la grande peinture du paysage historique. Il écrit d'ailleurs dans son traité, il admire les Italiens du XVIIe siècle, Hannibal, le Dominicain, Poussin, et il écrit « Ces artistes se sont pénétrés de la lecture de ces poètes sublimes, Homère, Virgile, Théocrite, et en fermant les yeux, ont vu cette nature idéale, cette nature parée des richesses de l'imagination, et que le seul génie peut concevoir et représenter. » Vous voyez donc, Valenciennes met la barre très haut, hein, il s'inscrit vraiment dans une tradition, et en 1782 jusqu'en 1785, il repart en Italie, donc c'est son second séjour à Rome, et là, il réalise une série d'études sur le motif, donc ce sont des papiers à l'huile, des huiles sur papier qui sont conservées. Je vais vous en redire un mot, là je vous ai fait un choix, mais il y en a plusieurs dizaines. Et ce sont des études qui ont été réalisées très rapidement sur le motif. C'est-à-dire que pour Valenciennes, comme la lumière change continuellement, il faut être très réactif. Donc il faut avoir un petit papier, de l'huile, son matériel, et capter par exemple les effets d'un orage au-dessus d'un lac au sud de Rome, dans les Castelli Romani, ou prendre tout simplement l'étude d'un toit qu'il voyait de la terrasse de son habitation, au soleil couchant ou le matin. On a deux vues de ces toits. Ou une fabrique avec ces deux arbres magnifiques qui sont captés un grand jour d'été à la Villa Farnèse. Il accumule ces petites études qui, pour lui, il cherche, comme il l'écrit, à surprendre la nature sur le fait, à conserver une image pleine de fraîcheur de ces fragments de nature. Je dois dire d'ailleurs que quand, en 1930, la donation de la princesse Louis de Croix a permis au Louvre de recevoir une centaine de ces petites études de plein air réalisées par Valenciennes à la fin du XVIIIe siècle, elles ont véritablement créé une stupeur. Parce qu'on se disait que 80 ans avant l'impressionnisme, les néoclassiques avaient peint de lumineuses études, extrêmement, avec un sentiment très direct de la lumière, de la nature, ce qui permit une timide réhabilitation des néoclassiques, qualifiés pour partie de pré-impressionnistes. En 1785-1786, Valenciennes quitte définitivement Rome, il jouit déjà d'une certaine réputation, il est présenté à l'Académie royale, il est agréé, et le 29 juillet, il est reçu académicien.
avec ce paysage, Cicéron découvre le tombeau d'Archimède. Donc vous voyez, toutes ces études réalisées en Italie lui ont permis d'élaborer cette grande composition très, finalement, de tradition poussinesque, hein, avec ces jeux de lumière, cette étude du paysage, ces feuillages. Chaque détail est choisi d'après les meilleurs modèles étudiés sur nature. Pour lui, la nature est le véhicule de valeurs éthiques, le paysage historique, fruit de l'imagination de l'artiste, sans racines dans le réel. Et d'ailleurs, un des auteurs du salon, à ce moment-là, écrira « Le paysage y est porté au plus haut degré auquel il est atteint dans notre école, depuis Claude Lorrain et Le Poussin ». Vous voyez, avec ces tableaux que vous avez sous l'écran, cet auteur écrit « Le paysage y est porté au plus haut degré auquel il est atteint dans notre école depuis Claude Lorrain et Le Poussin. La nature est superbe partout quand on sait la voir, la choisir et la rendre avec goût et énergie. » Alors, autre tableau, là je veux dire que je vous montre aussi un tableau totalement inédit, qui n'est pas encore accroché sur les cimaises du musée Fabre et qui vient d'être acquis. Pyrrhus apercevant Philoctète dans son antre de l'île de Lemnos, qui s'inspire d'une tragédie de Sophocle qui se rattache à l'Iliade. Vous voyez le héros Philoctète blessé sur son île sauvage. Alors Valenciennes s'est plu à reconstituer cette scénographie sauvage où le héros est abandonné dans son antre avec Ulysse et Pyrrhus qui s'approchent et qui par ruse vont essayer de lui dérober l'arc magique donc, que lui avait confié Hercule. Donc une place importante est dévolue au paysage, cette nature exubérante et sauvage, et la toile donc a été présentée au salon de 1789 qui ouvre ses portes le 26 août et le 25 août, pardon, et vous savez que le 26 août est proclamée la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est donc une redécouverte qu'on a pu faire et on vient d'acquérir ce tableau qui est donc réapparu du salon de 1789 et qui est un des chefs-d'œuvre de Pierre-Henri de Valenciennes et qui était disparu depuis le XVIIIe siècle. Valenciennes, d'emblée, est comparé à ces grands modèles du XVIIe siècle, je vous l'ai dit, Poussin et Claude. L'Académie est supprimée en 1793 et Valenciennes va avoir un très grand rôle pour faire reconnaître le paysage et en particulier dans ces années 1795-1799, il passe beaucoup de temps à rédiger un traité. Et ce traité va avoir une répercussion immense en France et même ailleurs en Europe pour la reconnaissance du paysage qui était encore un genre très méprisé, puisqu'il était dans la hiérarchie des genres de l'Ancien Régime, et même encore à cette époque-là, il passait bien après la peinture d'histoire et le portrait. Donc c'est vraiment un travail militant que fait Pierre-Henri de Valenciennes pour faire vraiment reconnaître le paysage à part entière, le paysage historique à part entière dans la grande lignée de Claude et de Poussin. Donc ce traité est publié en 1800, il s'intitule « Les éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, suivi de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre du paysage ». Valenciennes offre son traité à l'Institut en 1801. Il espère, lors de la réforme en 1803, obtenir un siège. Finalement, il n'est pas reconnu, il n'est pas admis à l'Institut, mais il va quand même continuer à avoir un très grand rôle de professeur de perspective et d'avoir un atelier extérieur où tous les peintres de la génération suivante vont pouvoir se former. Je voudrais faire une petite parenthèse là, dans ce moment en France où Valenciennes œuvre sous la Révolution et l'Empire pour faire un petit sort à la carrière de deux peintres qui sont évidemment très liés au musée Fabre. D'abord son fondateur, François-Xavier Fabre, qui lui a connu l'Italie et part d'ailleurs en Italie. Les coïncidences de date sont assez frappantes. Vous voyez, je vous ai dit que Valenciennes était reçu en 1787 et à l'Académie, et Fabre est prix de Rome en 1787. Donc il part en Italie, évidemment pensionnaire du roi, mais il sera surpris par la Révolution en Italie et ne rentrera pas à Paris pour faire la grande carrière de peintre d'histoire qui était la sienne, puisqu'il était l'un des plus brillants élèves et espoirs de la peinture française, élève de David. Il
arrive à Rome au moment où précisément Valenciennes a développé cette étude et cette pratique des études sur le motif, ces études très rapides, très vivantes, de petites huiles sur toile, sur papier, pardon, et qu'on peut réaliser très rapidement dans la campagne romaine. Donc Fabre en réalise lui aussi, souvent d'ailleurs pour aider à la mise en place de ces tableaux d'histoire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, en 1793, les événements font que l'Académie de France est saccagée. Fabre, ainsi que tous ses camarades, sont obligés de se réfugier en Toscane. Il s'installe à Florence, et avec en particulier son ami Louis Gauffier, qui était un peu plus âgé que lui et qui avait eu le prix de Rome en 1784. Et pour vivre aussi, pour s'en sortir dans cette période révolutionnaire extrêmement critique, ces deux peintres d'histoire vont diversifier leur production et vont se tourner vers le portrait. Alors là, vous voyez un exemple qui est conservé dans les collections du musée, le portrait de Lady Holland avec son fils, qui date de 1794, donc un an après son arrivée à Florence, donc une très élégante femme anglaise dans un parc romantique florentin, donc il se base sur des études sur le motif, puisque Gauffier, un peu comme l'avait fait Valenciennes, a beaucoup dessiné et beaucoup peint sur le motif dans la campagne de Rome, puis la campagne de Florence. Et Fabre, lui aussi, de l'autre côté, avec ce portrait d'Edgar Clark, qui date de 1802, et qui représente le fils du futur ministre de la guerre de Napoléon, âgé de 3 ans, dans un parc romantique de Florence. Et c'est le début d'ailleurs de la grande complicité entre Clark et Fabre. Et Gauffier, alors ça c'est vraiment un moment très important, puisque Gauffier invente, ou réinvente plutôt, le paysage historique à la fin du siècle des Lumières, donc en Toscane. Là, c'est un hasard aussi, il aurait dû rentrer à Paris, mais finalement il s'installe en Toscane et se rend dans un lieu, sur un lieu qui est extrêmement prisé des artistes à ce moment-là. On a la chance au Musée Fabre d'avoir un ensemble très complet sur le site de l'abbaye de Vallombrosa, qui est dans le Val d'Arno, à une cinquantaine de kilomètres de Florence, à 1000 mètres d'altitude. C'est une abbaye des Camaldules qui a été fondée dans les Apennins en 1030, et beaucoup d'artistes s'y rendent à ce moment-là. Fabre s'y rend aussi, mais Gauffier s'y rend durant l'été 1796, et on a la chance de posséder un reportage complet réalisé sur ce site. D'abord un très beau dessin qui est annoté avec des annotations de couleurs, une esquisse tout à fait dans la lignée de Valenciennes, très vibrante. Vous voyez le premier plan à peine esquissé. Je vous invite bien sûr à voir l'original dans les salles du musée, avec cette, ça c'est vu d'un petit promontoire qui est au-dessus de l'abbaye, puisque les lieux n'ont absolument pas du tout changé, ils sont totalement identiques, et qui plongent sur l'abbaye. Et vous voyez bien sûr la vue du Val d'Arno dans le lointain. Et le tableau final, qu'à partir de ces esquisses, comme le faisait Valenciennes, Gauffier à l'atelier, selon la demande de ses commanditaires. Là vous voyez un aristocrate anglais qui fait le grand tour d'Italie à ce moment-là, qui s'est arrêté en Toscane, et qui le montre en conversation depuis la terrasse du Paradisino, donc ce petit ermitage qui est au-dessus de l'abbaye, en conversation le soir avec 2 moines de l'abbaye. Donc ce sont des tableaux qui se passent de sujets classiques comme Claude ou comme Poussin, mais qui réinventent de façon très naturelle finalement, très moderne aussi, le paysage composé à la fin du XVIIIe siècle. Avec un autre exemple d'un autre tableau qui est rentré dans les collections du musée il y a peu de temps, qui date lui aussi, perdu depuis le XVIIIe siècle, qui est réapparu, une extraordinaire vue de Florence sur la vallée de l'Arno, depuis le fort du Belvédère à Florence, avec le quartier de l'Oltrarno. Tous les monuments sont tout à fait identifiables, et cette science luministe de Louis Gauffier, qui lui vient bien sûr de Claude Lorrain, qu'il admirait beaucoup, et qui montre que vraiment l'artiste a recomposé bien sûr sa vue, donc il s'est appuyé sur des esquisses faites sur le motif, mais là c'est un tableau fait à l'atelier, avec un très grand soin, avec le sens de la composition. Vous voyez le parapet, un petit peu comme pour le tableau précédent au premier plan, donc la géométrisation de l'espace. Pas oublier que Gauffier comme Fabre sont des peintres d'histoire, donc formés aux meilleures règles académiques, avec aussi la scansion des arbres dans l'espace, donc tout ça est extrêmement médité et calculé. Et de la part de Fabre, 2 autres très beaux tableaux qui montrent qu'il s'inscrit tout à fait dans la lignée de Poussin,
Et d'ailleurs, Fabre, dès sa parution en 1800, se procure le traité de Valenciennes, le traité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il fait partie de la collection de Fabre. D'ailleurs, il est toujours conservé dans le fond de la médiathèque Émile Zola. Et c'est un exemplaire donc, que Fabre possédait et qu'il n'a cessé de méditer. Et donc, sous l'Empire, Fabre, tout en restant un peintre d'histoire, diversifie sa production, le portrait, je vous l'ai montré, avec Edgar Clark, mais aussi des paysages historiques dans la grande tradition de Poussin. D'ailleurs, les tableaux, vous voyez, sont intitulés Paysages historiques, Oedipe à colonne d'un côté, qui date de 1808, qui est fait pour un amateur russe, et il tente dans ce tableau de hisser le paysage au rang de la peinture d'histoire en s'appuyant sur de très nombreux dessins, dessins de végétation qui sont conservés dans le fond de dessin du musée. Et Fabre n'a cessé de dessiner dans le parc des Cachines, qui était un parc immense, qui était à ce moment-là tout à fait intact et qui se trouvait aux portes de Florence. Et de l'autre côté, la mort de Narcisse, qui est un peu plus tard, en 1814, qui montre qu'un grand sujet aussi, qui a déjà été traité aussi bien d'ailleurs par Poussin que par Valenciennes, un petit peu plus tôt, s'inspire des métamorphoses d'Ovide, avec là aussi une articulation de l'espace, vous voyez, avec la géométrisation des lieux, avec cette fontaine, ce petit bloc de pierre géométrique au premier plan, les jeux de lumière aussi, l'articulation des plans, l'élégance aussi de la sculpture au centre de la nymphe qui brandit la fleur de Narcisse, qui est la métamorphose du héros qui est mort au premier plan, donc Narcisse qui est mort fasciné par sa propre image en se contemplant dans la fontaine. Donc ce sont vraiment des réalisations que je voulais vous montrer parce que souvent le paysage sous l'Empire a été, on a un petit peu occulté la mémoire de Gauffier et de Fabre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentrés à Paris, qu'ils sont restés en Toscane, alors qu'on a la chance, heureusement, dans le musée d'avoir ces tableaux, et on a repris en compte toute cette production française, mais aussi toscane et italienne, et qui vraiment est une contribution essentielle pour comprendre les progrès du paysage au carrefour du XVIIIe et du XIXe siècle. Peu après, au moment où Fabre donc montre au salon ce tableau de 1814, Valenciennes, lui, à Paris, est nommé professeur de perspective à l'école des Beaux-Arts. En 1815, il reçoit la Légion d'honneur. Et il a la chance d'avoir de beaucoup œuvré pour la reconnaissance du paysage historique, mais surtout de la création d'un prix. Parce que ce qui était déterminant, c'est d'avoir un prix pour que les élèves, les artistes, puissent jouir de ce prix de Rome du paysage, et pouvoir séjourner en Italie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Valenciennes y était allé par des protections, par ses propres moyens. Il avait séjourné très très longtemps en Italie. Mais là, avec la création de ce prix, en 1817, c'est donc le premier prix qui est remporté par un jeune artiste qui s'appelle Michalon, Achille Etna Michalon, qui va être véritablement le continuateur de Valenciennes. Ça, c'est vraiment une chance pour Valenciennes, c'est d'avoir eu, au moment où il a œuvré toute sa vie pour la reconnaissance de ce prix, la création de ce prix, là, il a un jeune artiste qui est très très jeune, il est né en 1796, et qui vraiment s'inscrit dans sa continuité. C'est un artiste surdoué, qui travaille très tôt sur le motif, qui voyage en Italie, évidemment, sur les traces de Valenciennes, qui réalise de magnifiques pochades sur le motif, comme par exemple les ruines du théâtre de Taormine en Sicile, puisqu'on sait qu'il a voyagé en 1819-1820 en Italie du Sud, à Naples et en Sicile. Là, vous voyez les cascades de Tivoli. Là, c'est un grand lieu fréquenté par Poussin et par Claude depuis le début du XVIIe siècle. Et Michalon est, de son vivant, surnommé le Poussin moderne, car vraiment, toute la génération de paysagistes place vraiment mise sur Michalon qui va rentrer à Paris après son séjour romain en 1821. Il quitte Rome, il fait une escale à Florence, où d'ailleurs il rencontre Fabre. Fabre lui prodigue des conseils, l'encourage, lui fait part de son expérience de peintre d'histoire et de peintre de paysage. Il rentre à Paris en 1822, où il ouvre un atelier et il aura pour élève Corot. Donc vous voyez que là, il y a une transmission, un passage d'une génération à l'autre pour essayer de continuer cette grande tradition du paysage historique.
Paysage historique, très émouvant. Le musée a la chance de posséder le testament artistique de Michalon, avec ce philoctète dans l'île de Lemnos. Vous voyez que c'est le même sujet que le tableau de Valenciennes que vous avez vu tout à l'heure du salon de 1789. C'est un des chefs-d'œuvre du paysage classique, mais on pourrait dire aussi romantique, avec ce ciel chargé d'orage, avec ce héros philoctète, avec son arc qui est perdu dans cette île sauvage, cette île déserte, qui est reconstituée d'imagination, bien sûr, par Michalon, mais à partir de toutes les études frémissantes de vie qu'il avait réalisées pendant son très long séjour italien. C'est le testament artistique de Michalon qui, malheureusement, de santé fragile, meurt le 24 septembre 1822, à l'âge de 26 ans. Et heureusement, Fabre l'avait rencontré pendant l'été 1822 à Paris et avait acheté directement à ce jeune homme ce tableau qui est aujourd'hui, bien sûr, conservé au musée Fabre. Donc c'est une chance d'avoir eu, bien sûr, ce prix en 1817, mais c'est un grand regret pour toute une génération. Mais il y a un paradoxe dans l'évolution du paysage à ce moment-là en France, avec à peine ce paysage est reconnu, avec la création de ce prix, avec toute l'œuvre de Valenciennes, l'œuvre de Fabre, l'œuvre de Michalon, mais à peine reconnu, le paysage historique est menacé par la formidable poussée romantique et naturaliste des années 1830. Toute une génération nouvelle de paysagistes se réclame plutôt des écoles du Nord, de la tradition flamande et hollandaise, pense qu'on peut se passer de l'Italie, qu'on peut se passer aussi de toute référence historique et littéraire, et la critique commence à dénigrer le paysage historique et fustige le conformisme des membres de l'Institut. C'est l'éternelle querelle des anciens et des modernes, et Baudelaire lui-même, défenseur du romantisme, s'en prend à une certaine dégénérescence du paysage classique, qui selon lui ne ferait qu'appliquer des recettes. Il écrit en 1846 « C'est un arrangement de patrons d'arbres, de fontaines, de tombeaux et d'urnes cinéraires. Tout arbre immoral qui s'est permis de pousser tout seul à sa manière est nécessairement abattu. Toute mare à crapauds et à têtards est impitoyablement enterrée. » Vous voyez, c'est des mots assez durs, mais heureusement, la continuité du paysage français n'est pas se fait dans de bonnes conditions, avec l'apparition sur la scène artistique d'un génie, Jean-Baptiste Camille Corot, qui est d'ailleurs l'exact contemporain de Michalon. Vous voyez, il est né la même année que lui, en 1796, et heureusement, donc, il fait son apparition, il dessine très tard et peint en forêt de Fontainebleau, mais il a pris les conseils de Michalon et qu'il inculque le goût des études en plein air et le goût pour la tradition classique du paysage et la primauté du paysage composé. Corot se rend en Italie, il séjourne une première fois de 1825 à 1828, et là il voue un culte à Poussin. Donc vous voyez, là je vous montre cette magnifique étude extrêmement sensible, avec un sentiment très direct, vous voyez, de ces rives du Tibre, juste à la sortie de Rome. Là, c'était un mythe pour les peintres paysagistes, cette promenade du Poussin, aux campagnes de Rome. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça est avalé par les constructions du 19e siècle, mais à ce moment-là, au moment où Corot séjourne en Italie, vers 1826, ces rives du Tibre étaient encore complètement désertes, complètement sauvages, et on disait que Poussin, à pied, depuis la place du peuple, donc se sortait des remparts, là, et se promenait le soir au bord du Tibre, et faisait donc bien sûr des dessins et des études au bord de ce fleuve illustre. Donc, Corot, naturellement, bien sûr, se rend sur les mêmes lieux et réalise donc cette étude extrêmement sensible que vous voyez à gauche. Et une autre étude qui date, une des plus célèbres, je dois dire, hein, qui est conservée au Louvre et qui date de 1826, qui est l'étude du pont de Narni, qui est une petite localité environ 80 km au nord-est de Rome, où d'ailleurs tous les artistes étaient passés, Valenciennes, Michalon, et Corot est frappé par la beauté du site et réalise, vous voyez, en laissant le premier plan presque tout à fait inachevé, avec cette touche vibrante, où il construit l'espace par la couleur et la lumière du matin. Donc cette étude du pont de Narni, qui va lui servir d'ailleurs pour la composition d'un tableau qu'il exposera au salon de 1827 et qui est aujourd'hui conservé à Ottawa. Donc Corot va
réinventé à sa manière. Donc il sent que les recettes de Valenciennes ou de Michelon, ce grand paysage historique, est peut-être dépassé. Il est dans une période où on s'attache plutôt à une tradition plus vraie, plus réaliste du paysage, et il crée ce chef-d'œuvre qui est conservé au Metropolitan de New York et qui est hagard dans le désert. Il se sert d'études, aussi bien d'études réalisées en forêt de Fontainebleau, comme pour le grand chêne que vous voyez à l'arrière-plan. En même temps, ces falaises enlevées en pleine lumière viennent directement des études à l'huile qu'il a réalisées pendant son séjour en Italie. Il invente, il innove avec cette figure romantique, un peu désespérée au premier plan, la servante d'Abraham avec son fils, avec l'ange qui va les sauver de la soif. Et dans ce grand paysage de lumière, cette grande scénographie qui vraiment est une chose qui invente à partir du milieu des années 30, Corot invente quelque chose. Et un critique de l'époque écrit « Monsieur Corot a quelque chose qui serre le cœur avant même qu'on se soit rendu compte du sujet. C'est le mérite propre au paysage historique, c'est-à-dire l'harmonie du site avec la passion ou la souffrance que le peintre veut y placer. » Donc là, je crois que le critique avait bien senti l'ambition de ce tableau de la part de Corot, et surtout, il avait bien mis le doigt sur l'originalité de l'artiste qui, après Valenciennes, donc, et en pleine période romantique et naturaliste, invente et renouvelle la peinture de paysage en France. Donc des années 1835 de ce salon jusque dans les débuts du Second Empire, vers 1850, Corot, chaque année, va imposer un peu plus sa manière et établir sa réputation. Victor Schœlcher écrit d'ailleurs « Il deviendra un des grands noms de l'école française » et Baudelaire, en 1845, reconnaît en lui le chef de l'école moderne du paysage. Alors juste pour comprendre cette double articulation de la tradition du paysage composé à partir de l'Italie, mais aussi la tradition de l'école de Barbizon qui regarde plus du côté des Nordiques, de la grande tradition flamande et hollandaise du XVIIe siècle, Théodore Rousseau, très brièvement pour vous montrer ce tableau qui est conservé au musée Fabre, qui vient de la collection Bruyas, qui date de 1850, qui est, lui, Rousseau, un des pionniers de la forêt de Fontainebleau, et il a parcouru l'Auvergne dès 1830, il a été refusé pendant tous les salons de la monarchie de Juillet, il est écarté du salon, on l'avait même surnommé le grand refusé, si vous voulez, parce que chaque année, le jury considérait que les tableaux que proposait Théodore Rousseau n'étaient pas recevables pour le jury très arc-bouté sur des principes. Et ici, donc, le naturel, la simplicité de la mise en page et la beauté aussi de la touche colorée. Je vous renvoie bien sûr à l'original. Et je voudrais terminer avec l'évocation de Frédéric Bazille. Frédéric Bazille est né, comme vous le savez, à Montpellier en 1841. Il a connu, il est frappé par toute cette grande génération de paysagistes qui se fait un nom pendant les années 1840-1850. Il fait d'abord des études de médecine à Montpellier, il gagne Paris à partir de 1862, il intègre l'atelier de Charles Gleyre, il rencontre tous ses futurs camarades qui seront les grands impressionnistes avec Monet, Renoir, Sisley. Et tous ces jeunes gens ont vraiment besoin de sortir de la grisaille des ateliers parisiens. Et qu'est-ce qu'ils font, naturellement? Ils se rendent au printemps 1863 avec Monet, Sisley, en forêt de Fontainebleau, sur les traces donc des peintres de Barbizon et de Corot. Ils habitent à l'auberge du Cheval Blanc, à Chailly. Bazille s'enthousiasme pour la forêt. Il écrit d'ailleurs à sa mère que cette forêt est vraiment admirable dans certaines parties. Nous n'avons pas idée à Montpellier de pareilles chênes. Le paysage classique a perdu du terrain au moment où précisément ces jeunes gens se rendent en forêt de Fontainebleau. Le prix de Rome d'ailleurs, qui avait été créé en 1817, est supprimé en 1863. Donc vous voyez, au moment où Bazille se rend avec ses amis à Chailly. Et Zola déclare « Le paysage classique est mort, tué par la vie et la vérité ». Dans ce contexte, Bazille pense qu'il a encore beaucoup à apprendre des études de plein air de Corot, de sa touche sensible et de sa lumière éclatante.
voyez, ce petit tableau qui est rentré dans les collections du musée il y a quelques années, en 1865, Basile rejoint son ami Monet en forêt de Fontainebleau, à Chailly, et là on a cette petite modeste étude, mais en même temps éclatante de lumière, avec une structuration de l'espace qui fait penser à Corot, avec cette touche vibrante, cette alternance de plans sombres et éclairés, la coloration aussi vient directement de Corot, et on en a pour preuve deux autres chefs-d'œuvre de cette même période, ce même été, 1870, avec ce très beau tableau qui est à droite conservé à l'Art Institute de Chicago de 1865, avec cette étude en forêt de Fontainebleau, avec le premier plan très esquissé, la masse compacte des feuillages, cette netteté de la touche, et les contrastes avec le ciel. Et vous voyez, quand on regarde une trentaine d'années plus tôt cette magnifique étude de Jean-Baptiste Camille Corot, qui est conservée à New York, qui a été réalisée dans les années 1831-33, avec cette étude de chêne, vous voyez, au premier plan, la touche esquissée du premier plan, le ciel, les contrastes lumineux. D'ailleurs, cette étude avait servi à Corot pour la réalisation de l'arrière-plan de son tableau d'Agar dans le désert, que je vous ai montré tout à l'heure, du salon de 1835. Donc indéniablement, Basile a pris directement des leçons de Corot, qui à ce moment-là est considéré comme le plus grand peintre de France. Et d'ailleurs, Basile va l'écrire à un de ses cousins, je vous citerai la phrase tout à l'heure, et je vous montre la vue de village, célèbre tableau, peut-être le plus célèbre de Basile, qui date de 1868, et Basile parvient, un des premiers, à intégrer une figure dans un cadre de plein air. L'œil circule avec aisance du premier plan, à la rivière en contrebas, et jusqu'au village de Castelnau. Il met en place cette frise harmonieuse des maisons, il synthétise sa vision et construit l'espace à l'aide de la couleur et de la lumière. Ce jeune homme de 26 ans a retenu la leçon du Corot italien, par exemple de cette étude qui date des années 1826, quand Corot était en Italie, vers 1826-1828, qui est une sorte d'épure du paysage, vous voyez, avec cette géométrisation de l'espace, cette construction tout à fait particulière, et que Basile, bien sûr, qui était un classique dans l'âme, renouvelle avec génie la grande tradition du paysage qui va de Poussin et qui est poursuivie par Corot. Sa touche est solide, compacte, moins allusive bien sûr que celle de son ami Monet. Basile confesse son admiration pour Corot dans une lettre d'avril 1869 à son cousin Louis Basile. Il lui écrit, je cite, « J'aime beaucoup Ingres, Corot, Rousseau, Millet. Pour moi, Corot est le premier des paysagistes passés et présents et l'un des premiers peintres français. » Et je voudrais terminer sur ce tableau, le paysage au bord du Lez, qui date de 1870. Durant cet été solitaire à Montpellier, Basile réalise et termine dans les premiers jours du mois d'août 1870, peu avant son engagement pour la guerre contre la Prusse au milieu du mois d'août, ce tableau. On sait par la correspondance qu'il a achevé ce tableau, et il prend pour modèle les rives désertiques du Lez, près de chez lui. Alors, savait-il qu'en 1836, Corot était lui-même venu peindre et dessiner sur les rives du Lez? Sans doute, la mémoire avait dû se garder à Montpellier de ce passage de Corot une quarantaine d'années plus tôt. En tout cas, Basile se sert du rythme des peupliers blancs pour construire l'espace à la manière infaillible des maîtres classiques. Basile est soucieux jusqu'à la fin de renouveler les formules et le paysage classique. L'inflexion classique dans l'œuvre de Basile est clairement revendiquée, avec cette composition rigoureuse, cette lumière ardente, la solidité de la touche. Basile, à la veille de la révolution impressionniste, invente une nouvelle modernité. Il clôt d'une certaine façon une tradition vieille de plusieurs siècles et jette un pont vers l'avenir en direction de Cézanne, autre méridional, qui ambitionnait, quant à lui, de faire du Poussin sur nature. Je vous remercie. Bien, je remercie très chaleureusement M. Hilaire pour cette magnifique conférence.
nous a fait voyager dans des paysages différents. Voyages, promenades, différentes formes de déplacement en tout cas. Donc on a vu l'importance dans l'histoire de l'art. Je crois que le sujet est tellement riche que il est nécessaire d'ouvrir peut-être un petit débat, une petite discussion, c'est pas un débat, mais enfin, d'ouvrir la possibilité, puisque nous avons le temps, nous avons un peu de temps, la possibilité que vous posiez à M. Hiller quelques questions sur sa conférence. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions? Madame Pallier. Oui, merci beaucoup. J'étais très impressionnée par les œuvres de Pierre-Henri de Valenciennes, que je ne connaissais pas. Je veux savoir quelles sont les dimensions de ces œuvres. Alors, les petites pochades que vous avez vues réalisées très rapidement sur le motif sont des petites choses comme ça. Et le tableau, le philoctète que vous avez vu du salon de 1789, c'est un tableau qui fait 1,40 m sur 1 mètre. Voilà, qui sont comme ça. C'est un grand tableau, mais les petites œuvres, l'orage en particulier. Ah ben ça, c'était des choses très petites pour pouvoir être réalisées très rapidement sur place, donc ça ne pouvait pas être encombrant. Voilà, sur place. Ah oui, ça c'est vraiment sur place. C'est ça d'ailleurs qui fait la richesse de toutes ces études. Il y en a une centaine de Michalon et de Valenciennes, comme je vous l'ai dit, qui ont été données par la princesse de Croix, donc en 1930, au musée du Louvre. Et cet ensemble est entièrement conservé au musée du Louvre. Merci. Autre question? Professeur Michel. Oui, magnifique présentation. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce concept de Poussin philosophe? Parce que vous avez présenté une mort de Narcisse, et bien sûr vous connaissez celle de Poussin, avec ce long commentaire de Michel Dérault, je crois. Alors, cette notion de Poussin philosophe, c'est pas lui d'abord qui... c'est finalement les contemporains, et après lui qu'on l'a qualifié de peintre philosophe, en particulier son grand biographe Anthony Blunt a consacré plusieurs chapitres en l'intitulant vraiment Poussin, peintre philosophe. C'est vrai que Poussin était un lecteur assidu de Montaigne et des peintres et des grands philosophes de l'Antiquité, et en particulier des stoïciens. Et ce qui est très important pour Poussin, c'est qu'il avait la volonté de vivre sa création, de vivre en philosophe à Rome. C'est-à-dire que c'est un choix délibéré de s'abstraire finalement de la concurrence artistique, de la vie romaine d'alors, pour vivre finalement en sage, uniquement consacré à sa peinture, avec le choix des sujets de ses tableaux. Vous voyez, faire sa promenade quotidienne le long du Tibre, la promenade du Poussin, qui est restée célèbre, hein, mais il y a plusieurs tableaux, je vous ai montré celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, c'est un peintre qui avait la chance, c'est sans doute le premier moderne dans ce sens-là, de pouvoir faire une création sans être tributaire du clergé ou des grandes commandes aristocratiques. Il avait des amateurs français, pour la plupart, lyonnais, parisiens, qui lui faisaient confiance et avec qui il discutait des sujets. Et ces sujets, il y tenait vraiment, c'est des sujets qu'il les méditait d'abord, si vous voulez. C'est une peinture qui n'est pas du tout décorative, dans le sens où un sujet qui ferait joli ou qui permettrait... Au contraire, ce sont des tableaux qui engagent toute son éthique, toute sa personne. Et c'est pour ça qu'il a laissé ce souvenir si fort dans les générations futures, et que Valenciennes essaye, à sa façon, de faire revivre cette grande leçon de Poussin du XVIIe siècle dans les dernières années du XVIIIe siècle. Et Michalon, à sa façon. Mais malheureusement, Michalon est mort à 26 ans, si vous voulez. Là, on a vraiment des artistes. Vous voyez, Basile est mort à 28 ans, Michalon à 26 ans. On ne sait pas ce qu'aurait fait ni Michalon, d'ailleurs, ni Basile. Là aussi, on peut... Est-ce que Michalon serait devenu un Corot? Est-ce que Basile serait devenu un Corot à sa façon, ou un Puvis de Chavannes? Il laisse
leur œuvre totalement comme une énigme, si vous voulez. Les Bordulaises, c'est comme Ruth et Bose, ce sont deux testaments artistiques, un achevé, l'autre inachevé, et après ce sont des conjectures.